prix entre 0 et 1, la quantité offerte est égale à 0, même ici. Ensuite, à partir de 1, on a une quantité offerte qui est égale à 1, jusqu'à ce que le prix atteigne 3. Puis à partir de 3, on a une quantité offerte égale à 2, jusqu'à un prix égal à 5, où on passe à une quantité offerte égale à 3, jusqu'au prix de 7, à partir duquel on a une quantité offerte égale à 4, et ça après, pour tous les prix supérieurs à 7. Donc ensuite on nous demande si le prix de la bouteille s'établit à 4 €, combien de bouteilles décide-t-il de produire? Quel est alors le surplus du producteur? Situez-le sur le graphique. Donc, de la même façon qu'on l'avait fait pour le consommateur, le prix est égal à 4. Donc on trace notre droite de prix égal à 4. On voit que ça coupe notre courbe d'offre quand la quantité est égale à 2. Donc ça veut dire que pour un prix égal à 4, la quantité offerte sera égale à 2. Information qu'une fois de plus, on aurait pu aller écrire dans notre formule. Et ensuite, on demande de calculer le surplus du producteur. Donc le surplus du producteur, pour rappel, c'est prix du marché moins le prix de réserve du producteur, puisque le prix de réserve du producteur est un prix minimal. Donc le prix du marché ici c'est 4, moins le prix de réserve pour la première bouteille 1 €, plus le prix de marché 4, moins le prix de réserve de la deuxième bouteille 3 €. Ça nous donne donc un surplus du producteur égal à 4. Graphiquement, ce surplus, c'est l'espace entre la droite de prix et la courbe d'offre. C'est cet espace-là. Oui, c'est parce que la quantité offerte pour ce prix-là est 2, donc je fais que pour les deux premiers. Maintenant, si on a, question suivante, un prix qui change, le prix passe à 6 €. Donc, le nouveau prix, de nouveau, on trace la courbe de prix égale à 6. On voit que ça coupe la courbe d'offre quand la quantité est égale à 3. Donc, ça veut dire que pour un prix égal à 6, la quantité offerte va être de 3.
comment évolue le surplus du producteur. On va calculer ça. Le surplus du producteur, donc toujours prix de marché moins prix de réserve. Là, cette fois-ci, le prix de marché est de 6, moins le prix de réserve de la première bouteille 1, plus le prix de marché 6, moins le prix de réserve de la deuxième bouteille 3, plus cette fois-ci le prix de marché moins le prix de réserve de la troisième bouteille qui maintenant est produite et avant ne l'était pas, donc moins 5. Et ça nous donne un surplus de 9. Et graphiquement, ce surplus supplémentaire, c'est l'espace entre la droite de prix 6, la droite de prix 4 et la courbe 2. C'est cet espace-là. Donc ensuite, dans l'exercice, on nous demande considérons à présent un marché où se trouvent deux agents, l'acheteur du 1 et le vendeur du 2. Petit a, à partir des plans d'offres et de demande, déterminer les quantités fournies et demandées au prix de 2 euros, de 4 euros et de 6 euros. Lequel de ces prix assure l'équilibre de l'offre et de la demande? Donc, le plan de demande, je vais l'écrire. Donc, quand le prix est de 2 euros, on a une quantité offerte égale à une unité et une quantité demandée égale à 3. Quand le prix est de 4 euros, on a une quantité offerte de 2 unités, une quantité demandée de 2 unités. Et quand le prix est de 6 euros, on a une quantité offerte de 3 unités, une quantité demandée de 1 unité. Donc, question, quel est le prix parmi ces trois prix-là qui assure l'équilibre sur le marché? 5 euros. Oui. 4. Oui. Alors, parmi les trois, effectivement, qui sont proposés, c'est 4, puisque c'est le seul prix parmi les trois qui nous sont proposés où on a égalité entre quantité offerte et quantité demandée. Maintenant, sur ce marché, 4 n'est pas le seul prix d'équilibre. Si on avait eu 3 euros, on aurait également quantité offerte égale quantité demandée. Si on avait 3,5 euros, pareil. Si on avait 4,5 euros, pareil. Ça, jusqu'à ça. Donc, sur ce marché, l'équilibre est assuré pour un prix compris entre 3 inclus et 5 exclus. Donc, il y a potentiellement une infinité de prix d'équilibre sur ce marché. Il n'y a pas un prix d'équilibre unique. Et ça vient du fait qu'on n'est pas atomicité sur ce marché. Je vous avais parlé de
marché particulier où vous avez très peu de demandeurs, très peu d'offreurs, donc la négociation se faisait de gré à gré, bah là on est un peu là-dessus. Certes, on a l'acheteur et l'offreur sont d'accord pour dire à deux, on s'y retrouve tous les deux, c'est la quantité qu'on va échanger. Maintenant, la fixation du prix, comment elle se passe? Ça va être des négociations et un rapport de force. L'acheteur, il préférera que le prix se rapproche de 3, l'offreur préférera que le prix se rapproche de 5. Donc là, ça va être à qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Donc le prix d'équilibre parmi les trois proposés, c'est 4. Donc on va considérer que c'est le prix qu'il y a sur ce marché. Après en avoir donné la définition, déterminer le surplus du consommateur, le surplus du producteur et le surplus total au point d'équilibre. Donc notre point d'équilibre, ça va être un prix de 4 et des quantités échangées de 2. Donc le surplus du consommateur dans cette situation, c'est le prix de réserve de la première bouteille 7, moins le prix du marché 4, plus le prix de réserve de la deuxième bouteille 5, moins le prix du marché 4. Ça nous donne donc un surplus de 4. Le surplus du producteur, c'est le prix du marché 4, moins le prix de réserve de la première bouteille 1, plus le prix du marché 4, moins le prix de réserve de la deuxième bouteille 3. Ça nous donne un surplus du producteur de 4 également. Et enfin, le surplus total du marché, on peut le calculer de deux façons. On peut dire le surplus total du marché, c'est le surplus du consommateur plus le surplus du producteur. Ça nous donne donc 4 plus 4, le surplus total. Et on peut le calculer en disant le surplus total, c'est le prix de réserve du consommateur moins le prix de réserve du producteur. Donc le prix de réserve du consommateur pour la première bouteille, c'est 7. Moins le prix de réserve du producteur pour la première bouteille, c'est 1, plus le prix de réserve du consommateur pour la deuxième bouteille, 5, moins le prix de réserve du producteur pour la deuxième bouteille, 3. Et ça nous donne également un surplus total de 8. Donc il y a ces deux façons de calculer que vous pouvez utiliser. Évidemment, une fois que vous avez calculé sur le consommateur et sur le producteur, vous embêtez pas avec la deuxième, la première. Ensuite, on nous demande comment évolue le surplus total dans le cas où une bouteille de moins est produite et consommée sur le marché. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe en termes de surplus total si on consomme moins de bouteilles? Diminue, on va voir ça. Donc ça, on peut le calculer. On nous dit il y a une bouteille de moins échangée. Donc ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'une. Donc si on veut calculer le nouveau surplus total, ce nouveau surplus total, c'est, peu importe le prix, on prend le prix de réserve du consommateur 7 pour la première bouteille, moins le prix de réserve du producteur pour la première bouteille 1. Et ça nous donne donc un surplus total de 6. Effectivement, il a bien diminué. Donc là, en fixant arbitrairement une quantité échangée inférieure à la quantité d'équilibre, on a privé de surplus le consommateur et le producteur. C'est-à-dire qu'ils auraient bien aimé échanger une deuxième bouteille. Le consommateur était pour, le producteur était pour, ils étaient OK pour le faire.
Et là, on leur a dit non, vous échangez qu'une bouteille, et donc le surplus total est inférieur. Maintenant, même question, qu'est-ce qu'il se passe en termes de surplus total si on a une bouteille supplémentaire, cette fois-ci, qui est consommée et achetée sur le marché? Comment évolue le surplus total sur ce marché si on n'est pas à 2 bouteilles échangées, mais à 3? Alors, quelqu'un d'autre peut-être? Merci. Oui. On va avoir du surplus négatif. On va avoir du surplus négatif, effectivement, et donc en termes de surplus total, il va diminuer. Donc calculons ça. Donc là, cette fois-ci, on échange non plus une, non plus deux, mais bien 3 bouteilles. Donc, toujours le surplus total généré par la première bouteille, 7 moins 1, plus le surplus total généré par la deuxième bouteille, donc le prix de réserve du consommateur 5, moins le prix de réserve du producteur 3, plus le surplus total généré par la troisième bouteille, où vous avez le prix de réserve du consommateur, c'est 3, et le prix de réserve du producteur, c'est 5. Donc vous allez avoir un surplus total qui va être égal à 6. De nouveau, le surplus total par rapport à la situation d'équilibre a baissé. Pourquoi? Parce que la troisième bouteille, le prix maximal qui est prêt à mettre le consommateur pour cette troisième bouteille, c'est 3 €. Le prix minimal qui est prêt à accepter le producteur pour sa bouteille, sa troisième bouteille, c'est 5 €. Donc, si le prix maximal il est en dessous du prix minimal, forcément ça pose problème. Et forcément, si on les oblige à échanger, ça va générer une désutilité, ça va générer une peine, une nuisance qui se symbolise par un surplus négatif. On a forcé l'acheteur et l'offreur à échanger une bouteille qu'ils ne voulaient pas échanger parce que l'acheteur la valorisait moins que ça coûtait à produire au producteur. On est bon sur l'exercice? C'est compris? Ça vous a permis de mieux voir ce que ça voulait dire le surplus, de jouer avec? Donc, si il reste à des questions, on va reprendre le cours. On s'était arrêté, si je ne me trompe pas, à l'élasticité revenue de la demande. Donc, l'élasticité revenue de la demande. Lorsque je vous avais présenté la demande de marché, il y a quelques séances de cela maintenant, je vous avais dit que la demande, la quantité demandée, était quelque chose qui était déterminé par plusieurs facteurs. Il y avait plusieurs choses qui expliquaient la demande, qui la déterminaient. Et parmi ces choses-là, il y avait le revenu. Le revenu du consommateur influence la quantité demandée. Et donc, puisque le revenu du consommateur influence cette quantité demandée, eh bien, on va s'intéresser à regarder dans quelle proportion le revenu, des changements dans le revenu vont influencer la demande. Donc, on va s'intéresser à l'élasticité revenu de la demande.
définition et la façon de la calculer. Donc la définition de l'élasticité revenue de la demande. L'élasticité revenue de la demande mesure la variation de la quantité demandée quand le revenu varie. Mesure la variation de la quantité demandée quand le revenu varie. L'élasticité revenue de la demande mesure la variation de la quantité demandée quand le revenu varie. Et donc, comment on calcule cette élasticité? Donc, l'élasticité, que je note avec un epsilon, revenu de la demande. L'élasticité revenue de la demande mesure la variation de la quantité demandée quand le revenu varie. Donc cette élasticité, elle est égale au taux de variation de la quantité demandée divisé par le taux de variation du revenu. Donc c'est le taux de variation de la quantité demandée divisé par le taux de variation du revenu. Donc imaginons qu'on a deux couples revenu quantité demandée. On a un premier couple R1 Q1. Donc ça veut dire que quand le revenu du consommateur est égal à R1, la quantité demandée est égale à Q1. Et puis un second couple, R2, Q2, quand le revenu du consommateur est égal à R2, la quantité demandée est égale à Q2. C'est ça que ça veut dire. Et donc pour notre élasticité revenue de la demande, eh bien, ça va nous permettre de calculer le taux de variation de la quantité demandée et le taux de variation du revenu. Le taux de variation de la quantité demandée, c'est Q2 moins Q1 divisé par Q1. Ça, c'est le taux de variation de la quantité demandée. Le tout divisé par le taux de variation du revenu, R2 moins R1, divisé par R1. Taux de variation de la quantité demandée divisé par taux de variation du revenu. Taux de variation de la quantité demandée, Q2 moins Q1 divisé par Q1. Taux de variation du revenu, R2 moins R1 divisé par R1. Donc prenons un exemple. Donc on est sur un bien qui, quand le revenu du consommateur est égal à 1000 euros, voit sa quantité demandée être égale à 50 unités. Donc quand le revenu est de 1000 euros, la quantité demandée est de 50. Ça, c'est notre premier couple, R1, Q1. Et puis quand le revenu passe à 1200 euros, 1300, pardon,
la quantité demandée passe à 100. Les gens ont plus d'argent, chouette, c'est content, ils achètent plus. Donc la quantité demandée augmente. Donc ça, c'est notre deuxième couple, R2, Q2. Donc à partir de cela, on va être en mesure de calculer le taux de variation de la quantité demandée, le taux de variation du revenu, et donc, in fine, l'élasticité revenu de la demande. Donc commençons par le taux de variation de la quantité demandée. On fait Q2 moins Q1, donc 100 moins 50, divisé par Q1, 50, c'est égal à 50 sur 50, c'est égal à 1, qui est égal à 100%. 1 et 100%, c'est le même nombre. C'est pareil. Donc la quantité demandée a augmenté de 100%. Ça, c'est le taux de variation de la quantité demandée au calcul et qui nous permet de dire que la quantité demandée a augmenté de 100%. Ensuite, le taux de variation du revenu. Donc, R2 moins R1, donc 1300 moins 1000. Le tout divisé par R1, 1000. Ça nous donne 300 divisé par 1000, ce qui est égal à 0,3 ou 30%. Donc mon revenu a augmenté de 30%. Donc on a le taux de variation de la quantité demandée, 100%, le taux de variation du revenu, 30%, et donc maintenant on peut calculer l'élasticité revenu de cette demande. L'élasticité revenu de cette demande, c'est égal à 1 divisé par 0,3. 3,3. Oui. Celui-là, c'est le taux de variation du revenu. Donc notre élasticité revenu de la demande, elle est égale à 3,33. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand le revenu augmente de 1%, la demande, la quantité demandée, augmente de 3,33%. Voilà ce que ça signifie, ce chiffre. Quand le revenu augmente d'1%, la quantité demandée de ce bien augmente de 3,33%. Donc quand le revenu augmente de 1%, la quantité demandée de ce bien augmente de 3,33%. Donc voilà comment on interprète cette élasticité. Maintenant, là on est sur un bien, les gens ont plus d'argent, ils achètent plus, on voit leur paiement augmenter. Mais c'est possible que cette élasticité revenu soit négative. Et on va voir que selon que l'élasticité revenu sera négative ou positive, on sera face à différents types de biens. Donc on va parler d'élasticité revenu, de biens inférieurs et de biens normaux.
l'élasticité revenu peut être positive ou négative. On va avoir ces deux cas de figure. Et donc le signe de l'élasticité revenu de la demande va nous indiquer quel type de bien on a en face de nous. Si l'élasticité revenu de la demande est positive, premier cas, élasticité revenu de la demande positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le revenu augmente, la demande augmente. Plus de revenus, je suis plus riche, donc je consomme plus du bien en question. Quand le revenu augmente, la demande augmente. C'est ça que ça veut dire une élasticité revenu de la demande positive. Et dans ce cas-là, on est face à un bien normal, effectivement. Donc ça, bien normal, le revenu augmente, ça entraîne une augmentation de la demande. Deuxième cas, si jamais on a une élasticité revenu de la demande qui est négative, cette fois-ci. Si notre élasticité revenu de la demande est négative, ça veut dire que quand mon revenu augmente, je consomme moins du bien en question. Ma demande pour ce bien diminue. Quand les gens deviennent plus riches, ils achètent moins du bien en question. Ça, c'est la définition qu'on avait donnée d'un bien inférieur. Bien inférieur, donc comme exemple, je vous avais dit, c'est tout ce qui concerne les produits bas de gamme. Par exemple, dans la nourriture, ce sont tous ces produits qui sont en bas dans les rayons, qui n'ont pas de marketing, qui ont une seule couleur sur l'emballage, qui sont rarement très bons. Bon, ben voilà, une fois que quand les gens commencent à gagner du revenu, gagner du pouvoir d'achat, ils se détournent de ces biens-là pour aller vers des biens de meilleure qualité. Donc élasticité revenu positive, bien normaux, élasticité revenu négative, bien inférieur. Et enfin, en ce qui concerne la demande, on va parler d'une dernière élasticité, l'élasticité prix croisé de la demande. Alors l'élasticité prix croisé de la demande, je ne vais pas trop passer de temps dessus. Si vous voulez aller voir, vous pourrez trouver la formule dans les manuels qu'on vous a présentés au début du cours, notamment le MANQ. Vous pouvez également essayer de déduire la formule de cette élasticité de l'autre élasticité prix qu'on a vue la semaine passée. L'élasticité prix croisée de la demande, ce que ça va mesurer, c'est la variation de la demande d'un bien de la demande d'un bien quand le prix d'un autre bien varie. Donc comment varie la demande d'un bien A quand le prix d'un bien B varie? Et ce qui va nous intéresser avec cette élasticité prix croisée, ça va être encore une fois son signe.
puisque le signe de cette élasticité prix croisée va nous renseigner sur la relation que les deux biens qu'on observe ont entre eux. Ça va nous renseigner sur le fait de savoir s'il s'agit de biens substituables ou de biens complémentaires. Est-ce qu'on est sur des biens substituables, est-ce qu'on est sur des biens complémentaires? Et ça, on va le savoir grâce à l'élasticité prix croisée de la demande. Donc, premier cas, si on a cette élasticité prix croisée qui est positive. Si on a une élasticité prix croisée qui est positive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le prix du bien B augmente, la demande du bien A augmente. C'est ça que ça veut dire une élasticité prix croisée de la demande positive. Ça veut dire que quand le prix du bien B augmente, la demande, la quantité demandée du bien A augmente. Qu'est-ce qui se passe alors? Le prix du bien B a augmenté. Puisque le prix du bien B a augmenté, la demande du bien B diminue. Plus cher, les gens veulent. Et ce qu'il se passe, c'est que les gens, baissant leur demande pour le bien B, vont détourner leur consommation vers le bien A. Donc dans ce cas-là, on est sur des biens qui sont substituables. Le prix des poires a augmenté, je consomme moins de poires, et à la place, je vais consommer d'autres fruits. Peu importe le fruit. Les pêches, les poires, mais on est sur une relation de substitut entre ces deux biens. Ça, c'est quand on a une élasticité prix croisée de la demande qui est positive. On a des biens substituables dans ce cas-là. Maintenant, quand on a une élasticité croisée de la demande qui est négative, une élasticité prix croisée de la demande négative, ça signifie que quand le prix du bien B augmente, la demande du bien A diminue. Quand le prix du bien B augmente, la demande du bien A diminue. Ça, c'est quand on a une élasticité prix croisée négative. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du bien B a augmenté, donc la demande du bien B a diminué. Sauf que quand je consomme du bien B, je suis également en train de consommer du bien A. Donc puisque la consommation de bien B a diminué, la consommation de bien A diminue également. C'est des biens qui sont complémentaires, qui vont ensemble. Oui, par exemple, si le prix du paquet de cigarettes augmente, la consommation de cigarettes, la demande de cigarettes devrait baisser. Pas forcément le cas, mais diminue. La consommation de cigarettes diminue, bien la consommation de briquets va diminuer aussi. Les gens fument moins, achètent moins de cigarettes, donc ils ont moins besoin de briquets. Donc ici on est sur des biens complémentaires. J'achète des cigarettes, donc j'ai besoin de les allumer, donc j'achète quelque chose pour les allumer.
sûr cette élasticité prix croisé de la demande. Maintenant, on va voir une dernière élasticité qui est l'élasticité prix de l'offre cette fois-ci. Dans cette partie, on va fonctionner de façon très symétrique à la façon dont on va fonctionner dans l'élasticité prix de la demande. Donc on va commencer par regarder la définition et la formule de l'élasticité prix de l'offre. Donc l'élasticité prix de l'offre mesure la variation de la quantité offerte. L'élasticité prix de l'offre mesure la variation de la quantité offerte quand le prix varie. Mesure la variation de la quantité offerte quand le prix varie. L'élasticité prix de la demande, c'était la variation de la quantité demandée. Là, l'élasticité prix de l'offre, c'est la variation de la quantité offerte quand le prix varie. Et donc la façon de calculer cette élasticité, c'est le taux de variation de la quantité offerte divisé par le taux de variation du prix. Donc le taux de variation de la quantité offerte divisé par le taux de variation du prix, ça c'est la façon dont on mesure l'élasticité prix de l'offre. Donc encore une fois, imaginons on a deux couples. Un couple P1Q1. Donc quand le prix est de P1, la quantité offerte est égale à Q1. C'est ça que ça veut dire. Et un prix P2, un couple P2Q2, quand le prix Q bien est égal à P2, la quantité offerte est égale à Q2. Donc on a ces deux couples. Et en donnant ça, ça va nous permettre de calculer le taux de variation de la quantité offerte et le taux de variation du prix. Donc le taux de variation de la quantité offerte, Q2 moins Q1 divisé par Q2, le tout divisé par le taux de variation du prix, P2 moins P1, divisé par P1. Et ainsi, on a l'élasticité prix de l'offre. Donc prenons un exemple pour calculer cette élasticité. On a un prix, une quantité offerte. Donc quand le prix est de 8 euros, la quantité offerte du bien est de 1000. Et quand le prix est de 10 euros, la quantité offerte est de 1200. Donc on a bien donc, du coup, P1, Q1, P2, Q2, P1 8 euros, Q1 unité, P2 10 euros, Q2 1200 unités. Ainsi,
variation de la quantité offerte. Elle a augmenté de 20%. Ensuite, on peut calculer le taux de variation du prix. On a donc 10 moins 8 divisé par 8. Ça donne 2 divisé par 8. Ça fait 0,25 ou 25%. Donc je peux dire que le prix a augmenté de 25%. Et donc maintenant que j'ai mon taux de variation de la quantité offerte, j'ai mon taux de variation du prix, je peux calculer l'élasticité prix de cette offre. C'est 0,2 divisé par 0,25, ça donne 0,8. Et donc, comment j'interprète ce 0,8 ? Eh bien, ça veut dire que quand le prix augmente de 1%, la quantité offerte augmente de 0,8%. Quand le prix augmente de 1%, la quantité offerte de ce bien augmente de 0,8%. Ça va le calcul? Ça passe? Donc maintenant, oui. Non, vous n'êtes pas. Là, vous n'êtes pas obligé, c'est moi qui vous indique. En général, un taux de variation, on a indique en pourcentage. C'est juste pour vous dire que 0,2 c'est la même chose que 20%. Et là, c'est comme c'est des étapes intermédiaires, vous n'êtes pas obligé de le faire. L'important, c'est ici. Et ça, par contre, c'est directement un pourcentage. C'est 0,8%. Donc, on a vu comment calculer cette élasticité prix de l'offre. Maintenant, on va voir comment on interprète sa valeur. On va se poser la question, comme on se l'était posé probablement, est-ce que c'est élastique ou non?
c'est élastique ou non? Alors l'élasticité prix de l'offre, elle sera toujours positive. Toujours. Si vous tombez sur un nombre négatif, c'est que vous avez foiré quelque part votre calcul. L'élasticité prix de l'offre, elle est forcément positive. C'est ce qu'on a vu avec la loi de l'offre. La loi de l'offre, elle dit que quand le prix d'un bien augmente, l'offre de ce bien augmente. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc ça veut dire que pour tous les biens, quand le prix augmente de 1%, l'offre augmente forcément. Donc ça veut dire que l'élasticité prix de l'offre est forcément positive. Elle ne sera jamais négative. Jamais. Donc ça veut dire que notre élasticité prix de l'offre, elle va varier entre 0 et l'infini. Et au sein de cet ensemble 0 l'infini, on a distingué 3 cas différents. Donc si on a une élasticité prix de l'offre comprise entre 0 et 1 exclu, on dit que l'offre est inélastique. Inélastique ou rigide. Qu'est-ce que c'est qu'une offre inélastique? C'est une offre quand le prix varie, l'offre varie dans des proportions plus faibles. Une offre inélastique, c'est une offre quand le prix varie, elle varie, cette offre, dans des proportions plus faibles. Si le prix varie de 1%, l'offre varie de moins de 1%. Graphiquement, ça se représente de cette façon. Donc on a une grande variation du prix et une petite variation des quantités. La variation du prix sur une offre inélastique sera toujours plus grande que la variation des quantités. Ça, c'est cool. Il faut une grande variation du prix pour avoir une petite variation de quantité.
ces 9 ne bougent absolument pas, peu importe le prix. La quantité offerte est toujours la même. Ça, c'est une offre parfaitement inélastique. C'est quand vous avez l'élasticité prix de l'offre égale à 0. Offre va être inélastique, plus elle va se rapprocher de cette position verticale. Hein, comme je vous l'avais dit, pour le moyen mnémotechnique pour vous souvenir de la demande inélastique, etc. C'est pareil pour l'offre. L'offre inélastique, on se rapproche du i de inélastique, du dessin. Donc ça, c'est notre premier cas, c'est si on a une élasticité prix de l'offre comprise entre 0,1Q et 1X. Maintenant, si on a une élasticité prix de l'offre égale à 1, on dit qu'on a élasticité unitaire. Donc, si l'élasticité prix de l'offre est égale à 1, on parle d'élasticité unitaire. Ça veut dire que l'offre varie dans les mêmes proportions que le prix. L'offre varie dans les mêmes proportions que le prix. Si vous avez un prix qui augmente de 10%, l'offre va augmenter de 10%. Si vous avez un prix qui augmente de 200%, l'offre va augmenter de 200%. Elle varie dans les mêmes proportions quand on a une élasticité unitaire. Et enfin, le troisième cas, si vous avez une élasticité prix de l'offre comprise entre 1 exclu et plus l'infini, l'offre est dite élastique. Vous avez une offre élastique quand vous avez une élasticité prix de l'offre qui est comprise entre 1 exclu et l'infini. Quand vous avez une élasticité prix de l'offre supérieure à 1, vous avez une offre élastique. C'est-à-dire que l'offre varie dans de plus grandes proportions que le prix. L'offre varie plus que le prix ne varie. Donc ça, comment on le représente graphiquement?
Donc là, vous voyez, on a une petite variation dans le prix et une très grande variation dans les quantités. La variation dans les quantités sera toujours plus grande que la variation dans le prix. Ça, c'est une offre élastique. Quand l'offre est élastique, vous aurez toujours de bien plus grandes variations dans les quantités que dans le prix. Quand le prix varie de 1%, l'offre variera de plus de 1%. Donc elle variera plus que le prix. Vous avez un cas extrême d'offre parfaitement élastique. Donc ça, c'est une offre parfaitement élastique, c'est-à-dire que s'il y a le moindre changement dans le prix, l'offre tombe à zéro. Et si vous êtes sur le bon niveau de prix, vous avez toutes les quantités offertes possibles. Par contre, si vous changez de niveau de prix, bim, il n'y a plus d'offre. Ça, c'est une offre parfaitement élastique, c'est la ligne horizontale. Et donc, tout comme pour l'élasticité de prix de la demande, plus l'offre va être élastique, plus elle va se rapprocher de cette ligne horizontale. Et vous pouvez vous souvenir que élastique, c'est une ligne horizontale comme la barre du milieu du E de élastique. Donc maintenant qu'on a interprété les différentes valeurs de l'élasticité prix-offre, on va se poser la question de ce qui influence cette valeur. Qu'est-ce qui va influencer l'élasticité prix de l'offre? Alors, ce qui va influencer cette élasticité, premièrement, ça va être la flexibilité qu'ont les producteurs pour modifier les quantités qu'ils produisent. Donc, cette flexibilité que peuvent avoir les producteurs pour modifier la quantité qu'ils offrent, la quantité qu'ils produisent,
ça va dépendre de 3 points. Premièrement, ça va dépendre, cette flexibilité, des capacités de production qui existent. Les capacités de production qui existent, et notamment de savoir est-ce que vous utilisez toutes vos capacités de production ou non. Si par exemple vous êtes dans une usine et que vous êtes à la tête d'une usine qui tourne déjà à 100%, il y a toutes les machines qui tournent, etc., bon, bah, vous n'allez pas forcément pouvoir augmenter votre offre tout de suite. Donc ça va vous rendre peu flexible. Donc ça va vous prendre votre offre inélastique. Au contraire, si vous avez dans vos usines des parties qui ne sont pas utilisées à l'heure actuelle, vous pourrez modifier votre production beaucoup plus facilement. Donc votre offre elle sera beaucoup plus élastique. Ensuite, le deuxième point concernant cette flexibilité, c'est la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise parce que les petites entreprises s'adaptent plus facilement que les grosses. L'idée c'est que un jet ski se manœuvre plus facilement qu'un énorme tanker avec des centaines de conteneurs dessus. Un gros bateau, ça prend du temps à tourner. Un petit bateau, ça va, c'est facile. Une petite entreprise, il y a relativement peu de personnes, la communication se fait facilement, c'est fluide, donc le changement peut se passer rapidement. Une grosse structure, il faut aller voir tel service qui va valider auprès de tel service, il faut que telle et telle personne soit informée, donc ça, tout ça, ça prend du temps, c'est de la lourdeur, donc ça prend beaucoup plus de temps pour s'adapter. Troisième point, c'est la mobilité des facteurs de production. Est-ce que c'est facile de changer l'utilisation de vos facteurs de production ou non? Est-ce que vos facteurs de production sont mobiles? S'ils sont peu mobiles, votre offre, elle sera moins élastique, pardon, elle sera moins élastique que si vos facteurs sont mobiles. Parce que vous pouvez vous adapter plus facilement. Par exemple, un boulanger ou une boulangère qui vend du pain, qui vend des croissants, est-ce que c'est facile pour lui ou elle de se mettre à faire des pains au chocolat le lendemain? Bon, maintenant c'est relativement facile, le four est là, les outils sont là, bon. Donc ça se fait facilement. Les facteurs sont mobiles dans ce cas. Par contre, est-ce que pour EDF, c'est facile de dénucléariser la production d'énergie, la production d'électricité, et de passer par exemple à des énergies plus renouvelables? Bon, maintenant, c'est pas simple. Les centrales nucléaires, elles sont là. Pour les changer, pour les démonter, etc., ça prend du temps. Donc là, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de mobilité, et il y a donc beaucoup moins d'adaptabilité, et beaucoup moins donc d'élasticité dans le temps. Donc ça, ce sont les 3 points qui déterminent la flexibilité des entreprises. Maintenant, il y a un autre point en plus de cette
flexibilité qui vient expliquer la valeur de l'élasticité prix de l'offre, c'est encore une fois l'horizon temporel. À court terme, l'offre sera toujours moins élastique qu'à long terme. C'est beaucoup plus compliqué de changer d'une semaine à l'autre que de changer d'une année à l'autre, ou d'une décennie à l'autre. Donc à court terme, l'offre sera toujours moins élastique qu'à long terme. L'horizon temporel. Donc cet horizon temporel, on va en parler une dernière fois dans la dernière partie concernant l'élasticité. L'élasticité prix à court et à long terme. Donc c'est vrai aussi bien pour l'élasticité prix de la demande que pour l'élasticité prix de l'offre. À court terme, l'élasticité prix est toujours moins élastique qu'à long terme. Autrement dit, à court terme, l'élasticité prix est toujours plus faible qu'à long terme. Ça c'est vrai pour l'offre, c'est vrai pour la demande. Tout simplement parce que dans les deux cas, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter d'une semaine à l'autre que d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. Donc à court terme, l'élasticité prix, que ce soit de l'offre ou de la demande, elle sera toujours plus faible qu'à long terme. Attention, ça ne veut pas dire qu'à court terme, toute offre ou toute demande est inélastique et à long terme, toute offre ou toute demande est élastique. C'est pas ça que ça veut dire. C'est simplement une comparaison d'une même offre, d'une même demande, à court terme ou à long terme. Et à long terme, c'est toujours moins élastique. Mais ça peut rester inélastique à long terme. Simplement, ça le sera moins qu'à court terme. Vous comprenez la différence? Oui. Non, à court terme, c'est moins élastique qu'à long terme. C'est moins facile de s'adapter à court terme qu'à long terme. Moins facile de changer. Donc pour vous entraîner sur ces questions d'élasticité, je vous propose de préparer l'exercice 8 de la plaquette qu'on corrigera ensemble la semaine prochaine. Ça concerne l'élasticité prix et l'élasticité revenu de la demande. C'est cet exercice-là qu'on va vous demander de calculer, donc c'est pour vous entraîner, pour manier les formules et arriver à calculer ces différentes choses.
prochaine, il nous restera à faire la conclusion de ce deuxième chapitre. On commencera le troisième chapitre. On corrigera cet exercice-là. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, des remarques peut-être sur le cours? Ça sera un peu de temps si vous avez envie de lister quoi que ce soit. Vous avez des questions pour en profiter. Voilà, vous pouvez aller manger rapidement. Pas intéressant. Alors, ça va dépendre, mais en général, ça va être des euros. Là, c'était des euros. Ouais. Ah, alors des manuels avec des corrections, ça par contre, ouais. Moi, j'en ai vraiment pas en tête. Au niveau des références par rapport au manuel que vous pouvez consulter, on les a mises en plaquette. Vous avez le ManQ notamment. Ça, c'est vraiment l'ouvrage sur lequel 95% des cours d'économie dans le monde s'appuient aujourd'hui. Et après, vous en avez d'autres. Ça, c'est dans les premières pages de la plaquette. Vous pouvez trouver ça également sur la page analyse du cours. C'est également rappelé au début. Donc ça, c'est celui que je vous conseille en premier, quoi. C'est le ManQ, vraiment. Et après, vous en avez un autre, je sais plus. Ouais, non, mais s'ils sont disponibles, prenez ceux-là. Ne vous embêtez pas avec d'autres. Après, pour des exercices corrigés, vous pouvez essayer d'aller sur internet, mais bon, c'est un peu fourre-tout, donc vous pouvez tomber sur tout n'importe quoi. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre vos cours, parce que moi, ce genre de cours, j'ai jamais fait en fait, ce genre d'économie. Du coup, à chaque fois, j'essaye de suivre et d'écouter, mais. Ah, ça, vous êtes comme beaucoup de vos camarades, je pense. Non, mais moi, c'est vraiment, je pense que je suis pire qu'eux en fait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, eux au moins, ils ont l'air à peu près, même s'ils comprennent pas tout, ils ont l'air à peu près de savoir de quoi vous parlez. Moi, franchement, j'essaye, je me force, mais j'arrive pas. Je sais pas s'il y a une solution miracle ou un truc qui peut faciliter. Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis. Non, je comprends, en vrai, c'est difficile, hein. C'est pas des choses simples qu'on voit. C'est surtout,
Encore, ça serait quelque chose que j'ai déjà fait et qui est quand même difficile. Je pense que je pourrais peut-être tenir le coup. Mais là, j'ai jamais fait ce genre de truc en fait. Vous venez d'où? J'étais en bac pro avant. Je pense que c'est pour ça que ça. Vous avez fait un bac pro avant, d'accord, ok. Oui. J'ai fait un Euh, bac pro, j'avais fait une année de BTS. Ouais. Et l'année de BTS, ça m'avait pas vraiment plu. Du coup, je voulais aller en fac D'accord, ok. pour voir comment c'est en fait. Ouais. Ouais, ok. Et l'éco, vous en avez jamais fait du coup? L'éco, j'en ai déjà fait en bac, mais ça n'avait rien à voir avec ça en fait. Ouais. C'était vraiment des trucs très 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 basiques D'accord. Bah, ce que je peux vous conseiller, par rapport à ça en fait. c'est d'essayer de lire comme je parlais avec la personne qui était là avant, voilà, d'aller chercher des bouquins à la BU, de regarder aussi là-dedans, essayer de trouver des autres façons d'expliquer que la mienne, qui vont peut-être vous parler, qui vont peut-être mieux vous faire comprendre que ce que je peux moi dire. Également lire les textes de la plaquette, puisque des fois en fait dans la plaquette il y a aussi d'autres façons d'expliquer que celles que moi je fais en fait. C'est pas moi qui les écris les textes tout simplement. Parce que justement, les exercices, quand je voyais les exercices, je savais pas de quoi vous parler parce que je trouvais pas la plaquette en fait. Ah, vous avez pas trouvé la plaquette? Non, mais là, pendant que vous parliez, c'est juste ce matin, je m'en suis rendu compte que je l'ai trouvé la plaquette. J'ai descendu, et jusqu'à ce que je reconnaisse l'exercice en fait. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre à dire. D'accord. Non, parce que vous étiez début, pas là là. au début du cours? Si, j'étais là, mais je savais pas elle était où la plaquette. Parce que moi j'en ai distribué au début des plaquettes. Au début du semestre. Ah bon, j'ai dû la perdre alors, ou oublier. D'accord. Mais du coup, oui, après, bon, se repérer dedans, c'est peut-être pas évident, parce que c'est quand même un document qui fait 80 pages, quoi, donc il y a quand même du contenu, donc se repérer, c'est pas forcément évident. Mais oui, j'étais là dans tous vos cours. Ça j'en suis sûr. Ouais. Et il y a rien qui passe, ou il y a quand même des choses qui sont passées. Il y a quelques trucs qui passent. En fait, ce qui bloque sur moi, c'est surtout les maths et Oui, ça, oui. les formules, les tableaux, tout ça. Ça bloque. Après, certaines définitions, genre la microéconomie, macroéconomie, j'avais déjà vite fait entendu parler. Mm. C'est les trucs les plus, en fait, les trucs les plus simples, c'est ce que je comprends. En fait. Non, mais en vrai, vous êtes loin d'être le seul déjà dans ce cas-là. Faut pas croire ça. Les maths, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu traumatisées des maths. C'est pour ça que les gens viennent en lettres derrière, pour éviter d'avoir à faire des maths aussi beaucoup. Mais de fait, l'économie, c'est une science qui est très mathématisée, donc on ne peut pas s'en passer, quoi. Il y aura forcément des chiffres. Voilà, donc il y aura des chiffres, il y aura des maths. Et là, on fait une version, donc on essaie beaucoup de passer par le dessin pour représenter les choses. En fait, par exemple, au niveau des graphiques, ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est un dessin, ça représente quelque chose. Donc interrogez-vous sur, attendez, là, la droite comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Là, si je fais... Ça monte, ça descend, tout ça. Si je vous fais une droite courbe, là j'ai les quantités, là j'ai les prix. Si je vous fais une courbe d'offre, alors vous me dites, ok, bon, c'est un dessin, ça monte, machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le prix d'un bien augmente, les personnes qui produisent ce bien en mettent plus à disposition, en produisent plus. C'est une histoire que ça raconte en fait. Si le prix augmente, la quantité aussi. La quantité augmente, c'est ça l'offre. L'offre, c'est la relation entre le prix et la quantité telle que la quantité offerte augmente quand le prix augmente. L'histoire que ça raconte derrière, c'est simplement que vous êtes entrepreneur, vous êtes patron d'entreprise, votre produit se vend plus cher, vous allez en vendre plus. Oui, c'est logique. Non, en fait, ça raconte un peu. Bon, c'est assez abstrait parce que c'est une science qui fait beaucoup d'abstraction. Mais essayez quand je vous fais des graphiques, quand je vous raconte des trucs, etc., essayez de voir l'histoire qu'il y a derrière un petit peu. Essayez de vous dire, alors attendez, j'essaie de le faire un peu, mais bon, on ne peut pas le faire autant qu'on voudrait, mais dire, voilà, dans le monde réel, à quoi ça correspond, trouver des exemples. N'hésitez pas à m'en demander aussi s'il faut pendant le cours. Vous avez des camarades qui le font, qui demandent des exemples quand ils en ont besoin. Donc voilà. Il faut essayer de se raccrocher à l'histoire qui est racontée derrière. Et je pense que peut-être ça vous permettra de mieux comprendre et de mieux appréhender les choses. Moi, je pense que ça peut le faire. Hein. Après, bon, il faut... c'est quelque chose de compliqué, donc bon, ça demande du taf. Je dis pas que vous ne travaillez pas, attention.
Mais ça demande du travail parce que c'est compliqué à intégrer, c'est pas évident. Et ça, j'en ai parfaitement conscience. Donc après, si vous avez des questions, etc., faut pas hésiter non plus à intervenir en cours, hein, c'est à ça que ça sert. Parce que moi, en fait, moi, je suis en anglais et espagnol, Ouais. et je pensais pas qu'il y aurait genre de l'économie, du droit, de la méthodologie, tout ça. Vous pensez que vous auriez des langues? Je pensais que ce serait juste des langues. Ouais. Ce serait juste moitié anglais, moitié espagnol, toute la semaine. Ah oui, d'accord. En fait, c'est pour ça dès la Ah oui, donc vous avez dû tomber de haut quand vous avez un peu quand même. Pas du temps. J'étais un peu étonné. En fait, vous êtes en langue étrangère appliquée. C'est ça. Donc du coup, il faut que vous ayez des applications en langue étrangère que vous apprenez. Oui, mais moi, quand on me disait langue étrangère appliquée, je me suis dit, ça allait être plus complexe. Ah, vous pensiez que vous alliez plus loin dans l'étude des langues? Ah, du coup, non. Vous avez été mal orienté ou... Ah, mais après, je regrette pas, j'apprends des choses aussi. Non, mais c'est bien, c'est important. Après, voilà. Faut pas. Enfin, vous avez déjà en plus un peu un petit vécu quand même derrière vous. Oui. C'est bien d'essayer d'y arriver, franchement, c'est super. Après, je pense que vous en avez conscience. C'est pas parce que si jamais vous n'y arrivez pas, votre vie n'est pas finie, vous n'êtes pas nul ou quoi que ce soit. Non, c'est dans tous les cas, j'essaie de positiver en disant que dans tous les cas, j'apprends quelque chose et que je ne ressortirai pas les mains vides en fait. Non, mais c'est bien, c'est une bonne vision des choses. D'avoir cette vision-là de. Parce que même si ça se passe pas bien, entre guillemets, ouais. j'en ressors grandi en fait. Que ce soit dans le bien ou dans le mal en fait, ça le truc. Non, c'est bien de voir les choses comme ça. Après, je sais qu'il faut que je m'accroche. Ça j'apprends. Personne m'apprend ça en fait. Ça, je le sais. Il faut que je m'accroche, Oui, ça, oui. Faut que j'aille jusqu'au bout en fait. Au moins, même si j'ai pas réussi, il n'y aura pas de regret. C'est ça, exactement. C'est ça le truc. C'est exactement la bonne façon de voir les choses, je pense. Surtout quand on est à l'université où on est un peu seul face à soi-même parfois. C'est ça. On m'a dit qu'il fallait être autonome, mais pas à ce point. Je pensais pas que ça serait autant. C'est compliqué le passage. Hein. C'est compliqué le passage du lycée à l'université. Ça change beaucoup de choses. Hein. C'est brutal quand même. Ouais, non, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le gérer et qui du coup, il faut une overdose. Ouais, enfin une overdose, ouais, comment dire, un ras-le-bol. Ouais, ou se perdre un peu dans cet océan de liberté, on va dire, qu'on a d'un coup. Par rapport au lycée, vous étiez en mode, bon voilà, vous allez au cours à telle heure, si vous n'y allez pas, on appelle vos parents, machin. Là, vous arrivez, vous ne rendez compte qu'à vous-même. C'est ça. Du coup, voilà. Moi, j'ai cours juste après. Ok. Au revoir. Allez, bon après-midi. À vous aussi.